Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. On a déjà sorti un épisode qu'on vous invite à regarder qui s'appelle Comment faire progresser au deadlift, comment le faire justement sortir de la stagnation. On vous donne des astuces en termes de technique, en termes de programmation et globalement ce qu'on recommande à nos athlètes. Et bien cet épisode, ça va être un petit peu le deuxième de la série. On va faire tout simplement un épisode comment progresser au squat. Et donc on va reprendre un peu le même format. Je suis avec Romain et Soulé et on va commencer un peu par les aspects programmation. Si vous devez... on va faire un peu comme au deadlift, mais si vous devez changer une chose que vous voyez dans la majorité des progs des athlètes avec lesquels vous commencez à travailler, ce serait quoi au niveau du squat, Romain ou Soulé, le plus inspiré des deux? En fait, je trouve que c'est plus nuancé que sur le deadlift. C'est pas une question aussi simple. Ok. Je trouve qu'au deadlift, c'était assez flagrant. Et pour les curieux, vous irez voir l'épisode sur le deadlift, on va pas se répéter. Mais je trouve que pour le squat, c'est un peu plus nuancé que ça parce que je trouve pas qu'il y a. Je trouve qu'il y a une trend au niveau de la technique, mais je trouve pas qu'il y ait tant que ça une trend au niveau de la programmation. J'arrive pas à en discerner très nettement, en tout cas. Ok. Romain, est-ce que toi tu vois une tendance un peu dans la méta squat du moment? Est-ce que tu vois avec des athlètes des tendances, des trucs un peu récurrents? Du coup, sur la partie prog, etc., dans le concret, c'est plus Soulé qui est là-dessus, mais c'est vrai que sur la partie programmation, moi j'aurais tendance à dire que il y a un peu la même problématique qu'on va retrouver au deadlift, qui est, je trouve qu'il y a pas mal d'athlètes qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils adaptent leur training à leur morphologie. Et pour moi, c'est vraiment c'est un des plus gros trucs à changer. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui voient un programme où il y a marqué 4x5, machin, et qui font ça. Et en fait, en fonction de comment tu es foutu, tu vas pas du tout pouvoir forcer de la même manière, il va pas du tout falloir que tu mettes la même intensité. Et moi, je vais prendre mon exemple. J'ai longtemps voulu forcer sur mes 2 jours de squat et je me suis rendu compte que j'ai mis un peu de temps. Hein, je suis un peu têtu, mais je me suis rendu compte que ça le faisait pas en fait. Et c'est pas une question de oui, quand on veut, on peut ou quoi. C'est vraiment juste une question de est-ce que tu as envie d'arriver cuit sur chacune de tes séances en fait, c'est ça la question. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de trucs. À titre perso, moi je voulais squatter 3 fois. J'étais persuadé que c'était mieux. Je crois que j'ai jamais fait un bloc productif avec 3 squats. Et là, le fait de prioriser un peu un jour par rapport à l'autre, en fait, les gens se disent que c'est une question de est-ce que tu es grand ou pas, tu vois. Parce que Ouais. c'est un peu le raisonnement, c'est un peu le raisonnement simpliste. Tu sais, c'est un peu la même chose que faut pas tirer le dos rond au deadlift et faut pas manger des glucides après 16 heures si tu veux pas grossir, tu vois. Tu sais, c'est le gros mot que tu fais avaler à tout le monde pour faire comprendre le truc simple. Mais en gros, c'est pas tellement une question de est-ce que tu es grand ou pas, c'est une question de proportion. Est-ce que Ouais. tes fémurs sont longs ou courts par rapport à tes tibias et par rapport Un à la exemple. taille de ton buste, quoi. J'ai un exemple super parlant là-dessus. Mm. C'est un exemple qui va parler à tout le monde, je pense 100% de ceux qui écoutent ce podcast. Brutus. Brutus, il fait plus de 2 mètres. Et en fait, moi, je trouve qu'il a une bonne morpho pour squatter. Et à l'époque où il était sur un squat vraiment très, très low bar, etc., il désoptimisait en quelque sorte ses leviers. Et là, récemment, il a remonté un peu sa barre. Il y a eu une grosse remise en question de son côté, etc. Et là, il a remonté sa barre et au final, il a l'air super à l'aise quand il squatte. Et pourtant, c'est un bouc qui fait 2 mètres, tu vois. Donc, si on croit un petit peu ce qui se dit, il devrait galérer de zinzin et il devrait chercher à optimiser de fou, baisser la barre au max, écarter les jambes et tout. Là, il a un squat assez classique, on va dire, mais il arrive très bien à performer dessus et simplement parce que c'est un squat qui lui correspond mieux malgré sa grande taille, en fait. Mais par contre, un truc que tu as dit, c'est que selon toi, c'est plus optimisé de descendre la barre et d'écarter les jambes quand t'as pas une bonne morpho? Non, pas nécessairement, mais je dirais que dans les croyances générales, c'est quelque Ouais. chose qu'on retrouve beaucoup. Tu vois, quelqu'un qui va être grand, son coach, ce qu'il va lui faire en premier lieu, c'est écarter un petit peu plus les jambes et Réduis abaisser ton un peu sa barre. amplitude. Tu vois, donc moi, je pense pas que ce soit la bonne approche à avoir. Je pense qu'il faut être beaucoup plus au cas par cas. Pour le coup, par exemple, je sais que j'ai déjà eu des athlètes pour lesquels, au contraire, resserrer un petit peu la stance, ça a été le bon call parce que derrière, ils avaient une très très bonne rotation interne de hanche en fait. Et ils n'avaient pas de mal à aller chercher pas mal de flexion de hanche et c'était bueno pour eux. Tu vois, ils arrivaient à produire pas mal de force dans cette position. Mais ouais, en fait, je pense que c'est dans l'imaginaire collectif que quelqu'un de grand, il doit forcément avoir un squat suroptimisé, en fait. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez repéré, on a parlé brièvement, Romain, tu as parlé de la fréquence, mais
globalement, tu vois, l'un ou l'autre, hein, je vous pose la question à tous les deux à chaque fois, mais vous voyez plutôt, c'est quoi la trend au squat? C'est quoi? C'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, squat everyday? C'est quoi les trucs qui viennent un peu quand vous récupérez des athlètes? Je pense que la plupart des gens squattent 2 fois par semaine. Et pour le coup, je pense pas que ce soit une mauvaise méta, dans le sens où c'est une fréquence qui est moyenne. Il y en a pour qui ils vont se rendre compte que bah, ça fait peut-être un petit peu trop, ils vont réduire à un squat potentiellement et une séance jambes sur laquelle ils vont se buter aux assists. Ça peut être une option viable. Il y en a pour lesquels ils vont voir que bah, sur un premier temps, ils vont bien progresser en 2 fois et qu'au bout d'un moment, la progression, elle va finir par se réduire. On va rentrer dans une phase de stagnation et tout. Et l'une des clés pour sortir de cette phase de stagnation, ça peut être l'augmentation de volume. Et cette augmentation de volume, elle peut être elle peut être variée, mais on peut passer par l'ajout d'un troisième squat en fait. Et l'ajout d'un troisième squat, ça va dans un premier temps te permettre d'augmenter ton volume, mais ça va aussi te permettre d'avoir une exposition en plus. Donc côté technique, sans même parler des adaptations et de la progression en force à proprement parler, mais d'un côté technique aussi, on va pouvoir retrouver ses repères beaucoup plus rapidement. On va pouvoir travailler sa technique plus fréquemment dans la semaine, potentiellement mieux intégrer les petits changements, etc. Mais je trouve que pour le coup, 2 fois par semaine, pour un premier bloc, on va dire, c'est une bonne base, hors cas exceptionnel. Ouais, d'autant plus qu'en fait, les gens j'ai l'impression que sont souvent, à fond sur la fréquence, alors qu'en fait, la fréquence, ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de séries qu'il y a dans la semaine. Parce que tu vois, tu peux très bien faire 4 squats dans la semaine et en fait faire 4 séries et faire 2 squats dans la semaine et envoyer 18 séries, tu vois. Donc, à mon avis, c'est plus ça qui est parlant. Et par contre, juste, j'avais une question pour Soulé. Tu disais que peut-être parfois 2 squats, ça pouvait être un peu trop. Tu as déjà vu des athlètes genre à qui tu as mis un squat dans la semaine? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais c'est comme d'habitude les cas un petit peu classiques où la récupération est vraiment pas bonne et on peut rien optimiser de ce côté-là. Donc ça veut dire que c'est un athlète qui a soit une vie de famille très prenante avec des enfants en bas âge, soit un travail qui est très éreintant et qui du coup, bah, malgré un quota de sommeil assez bon, bah, il se retrouve exténué à arriver à la Ouais. salle. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé. Au final, bah, c'est comme ça, je pense, on en parlera sur le podcast sur le bench, mais j'ai déjà fait passer quelqu'un de 4 bench à 2 bench et il a explosé, tu vois. Ok. Et souvent, il y a des petits cas comme ça qui se pensent un petit peu bah, cause perdue, et au final, pas du tout. Il suffit juste de lever un peu le pied, écouter son corps. Si sur tes 2 squats, comme tu as dit, bah, tu arrives à exploser sur chacun d'entre eux et que tu n'arrives pas à caler une séance productive, c'est rare, mais ouais, on peut passer à une séance de squat et une séance jambes, ça le fait très bien, hein. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à passer de 2 squats à un plutôt que Ouais. de, tu sais, genre juste, peut-être réduire le nombre de séries ou tu vois? Je suis passé par là aussi, hein. Ouais, J'ai c'est vrai qu'en commencé plus, par. tu faisais, je me souviens, les une rep de 10 Ouais. secondes et cetera pendant la réhab. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, au final, tu réduis ton volume et tu vois que c'est pas suffisant. Et ça veut pas dire que pour toute ta vie, tu seras obligé de faire un squat par semaine et que tu n'encaisseras jamais Mmh. plus. Mais sur le moment et en fonction de ce que ton corps te dit, ça peut être pas déconnant, ouais, de réduire à un squat, avoir un volume très très minimal sur le spécifique. Donc ça peut être entre 2 et 4 séries de squats dans la semaine. Faire quelques séries de jambes, ça peut être 2-3 séries de leg press et 2-3 séries de leg curl, leg extension. Et derrière, ça laisse suffisamment de temps au corps pour récupérer. Et derrière, bah, en fait, notre pattern stimulus, récupération, adaptation, il peut reprendre son chemin là où il s'était arrêté, en fait, tout simplement. Et justement, selon toi, dans quel cas est-ce qu'il faut, tu vois, tu as parlé de presse à cuisse et cetera. Pour toi, qui est-ce qui doit faire de la presse à cuisse, par exemple? Hum, je dirais que les gens comme moi, ils n'en ont pas besoin. C'est quoi les Euh, gens comme toi? les gens comme moi, c'est les gens qui ont une morphologie pas déconnante pour squatter. C'est-à-dire que c'est pas la meilleure morphologie du monde. On n'est pas sur une morpho d'haltéro, mais on n'est pas sur une morphologie où j'ai des fémurs très longs, des tibias très courts, ou ce genre de choses qui te mettent vraiment en porte-à-faux et qui mettent vraiment beaucoup de tension sur les articulations ou bien sur les muscles de la chaîne poste, les lombaires, etc. Donc, si vous avez un squat dit lambda, pour moi, vous pouvez enquiller la plupart de votre volume sur le comp. Et après, ce qui peut être intéressant, forcément, plus vous allez progresser, plus vous allez devoir encaisser de volume. Et si vous en arrivez au point où le volume que vous devez encaisser pour progresser est supérieur au volume que vous pouvez encaisser,
À ce moment-là, ça peut être intéressant de rajouter progressivement du volume sur les jambes en passant par les assistances. Et c'est un volume qui sera transférable par la suite sur le comp. Ok. Voilà. Et sinon, après, je dirais ceux qui ont des morphologies un peu compliquées, avec comme toi, par exemple, Romain, avec peut-être pas des fémurs très très longs. Déjà, ceux qui ont les fémurs longs, oui, mais je dirais surtout ceux qui ont les tibias très courts. C'est très désavantageux au squat. Pour le coup, se buter aux accessoires, ça peut être un bon parti pris, je trouve. Et pourquoi tu trouves que genre avoir des tibias courts, c'est désavantageux au squat? Je trouve que ça te met toujours dans un porte-à-faux qui est pas agréable, et ça va être totalement arbitraire, mais visuellement, il y a un truc qui passe pas, tu vois. Hmm. Tu vois que c'est pas agréable de squatter, et quand tu regardes quelqu'un et tu te dis ça doit pas être agréable de faire ce qu'il fait, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait avec l'expérience, les années. Tu vois 1000 squats, dans ta tête, ça a fait le tri, tu vois. Tu sais que ceux-là, ils étaient bons, ceux-là, ils étaient pas bons. Et quand tu regardes quelqu'un, au final, même sans trop analyser et tout, tu te dis ah, ça a l'air bien, ça. Moi, je veux faire pareil. Et il y en a, tu te dis ouh, tu vois, ça a pas l'air. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est parce que tu vois, quand tu as les tibias courts, tu as forcément les genoux qui avancent beaucoup, tu vois. Parce que forcément, Ouais, vu que l'angle il se ferme direct, direct, tu as les genoux qui avancent énormément. ouais. Et c'est vrai que sur un squat, je pense, tu vois, d'haltéro, etc., avoir une bonne flexion de genoux, c'est hyper important. Autant en power, avoir une bonne flexion de genoux, ça veut dire plus d'amplitude, Ah ouais. ça veut dire moins de chaîne postérieure, et clairement, enfin, plus tu Et utilises ta puis, chaîne postérieure, plus tu es fort en général, tu vois. ouais, mais puis aussi le truc, c'est que au plus tu vas avoir les tibias courts, au plus ouais, tes genoux ils vont avancer rapidement sur le timing du mouvement, on va dire. Très rapidement, à mi-mouvement, tu vas avoir la dorsiflexion au max. Mais ça veut dire que tu vas finir ton mouvement en inclinant ton buste, tu vois. Mm. Et c'est pas quelque chose qu'on cherche à avoir, et c'est pas quelque chose qui a l'air très très agréable à faire. J'ai jamais connu ça de ma vie, mais ça a pas l'air très agréable. Après, je pense que c'est pour le coup, tu vois, genre, comment, ta longueur de tibia, elle change pas du jour au lendemain. Donc, tu vois, tu as le temps de t'y faire. Mm. Mais ouais, c'est vrai que je pense que tu as moins de marge vu que tu as moins d'amplitude disponible. Donc, c'est vrai qu'il faut que tu arrives à timer, genre, à la fois avoir une flexion de hanche qui est peut-être plus rapide et à la fois Mm. une avancée des genoux qui est beaucoup plus lente pour Ouais, avoir un c'est truc ça, qui il va à peu près faut, ensemble, quoi. faut trouver le juste milieu. Mais comme tu as dit, ouais, c'est de manière, je pense qu'on en parlera après quand on focusera vraiment à fond sur la technique, mais les timings de flexion, c'est primordial sur le squat. Mm. Ouais, je suis d'accord avec Tu vous. voyais des Est-ce que trucs, vous Roman, toi, à rajouter? Sur la fréquence, moi, je nuancerais un peu ce que tu disais, Romain, parce que toi, tu voyais la fréquence au service du volume. Moi, j'ai quand même l'impression que le squat, c'est un exercice qui profite. Tu vois, plutôt que de parler de fréquence, moi, j'aime bien voir l'espace entre deux squats, Ouais, bah parce ouais, que je c'est ça. trouve que c'est un exercice. En fait, je mettrais le lift qui se déconditionne le plus lentement, je mettrais le deadlift. Le lift en quelque sorte, le lift où tu rates une exposition, ça fait tout merder, c'est le bench. Et entre deux, tu as le squat, en fait, pour moi. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui bénéficient d'avoir deux expositions bien timées dans la semaine parce qu'en fait, ils oublient sinon un peu comment squatter. Donc, à mon avis, parfois, la fréquence peut être un peu un outil au service de la technique, en fait, tout Ouais. simplement. Ça, c'est vraiment une phrase de mec qui a des fémurs courts. Ouais, non, mais je parle pour moi. Je parle pour moi. Non, mais en vrai, je rejoins Roman à fond. Je rejoins Roman à fond, et je me souviens, lorsque tu avais dit ça, j'avais fait un petit peu, j'avais fait la moue un peu, j'avais comme ça, et puis tu m'avais posé une question et j'ai pas pu renchaîner dessus. Mais ouais, je suis d'accord. Et parfois, deux athlètes qui ont, je sais pas, 9 séries de squats dans la semaine, il y en a un qui fait 4 séries sur son jour 1, l'autre qui fait 5 séries sur son jour 2, et l'athlète B qui va faire 3 séries 3 fois dans la semaine, eh ben, peut-être que l'athlète B, il va être plus calibré techniquement, tu vois, parce que justement, il aura squatté plus régulièrement, même si c'est un volume total similaire. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important aussi, c'est que les gens doivent apprendre à déterminer leur fréquence. Et moi, j'avais fait une vidéo là-dedans pour expliquer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Du coup, c'était la méthode pour créer son programme. Où en fait, globalement, pour déterminer une fréquence idéale, à mon avis, il y a, je crois que j'en avais mis 4, mais peut-être qu'il y en a 5. Vous allez me dire si jamais vous voyez autre chose, mais évidemment, c'est combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine, combien de fois tu veux t'entraîner, et ensuite on rentre un peu plus dans les spécificités du programme. C'est déjà de combien de jours de récupération tu as besoin entre deux sessions, et combien de séances, enfin combien de séries tu peux tanker dans une séance en fait.
Et à partir du moment où tu as répondu à peu près à ces 4 questions, tu sais à peu près comment tu dois le faire. Et moi, tu vois, je sais que tu vois, je suis passé un moment par tu vois, l'exemple des 9 séries. Là, j'ai essayé de faire 3-3-3 et à l'inverse de faire 4 et 5. Et c'est vrai que 4 et 5, en général, je l'encaissais beaucoup mieux. Alors que tu vois, quand je faisais 3 séances de squat, il y en avait toujours une où je sentais que, tu vois, on parlait des genoux qui avancent beaucoup. Moi, j'avais toujours mal aux genoux quand je faisais 3 séances. Et même avec un volume qui était très bas, j'avais l'impression que, je sais pas, que peut-être que j'aurais pu créer de la tolérance là-dessus, tu vois, mais j'avais toujours l'impression d'avoir un genou qui couinait ou qui était pas à 100% de ses capacités. Et c'est très désagréable, je trouve, tu sais, de faire un mouvement et d'avoir l'impression que tu sais, t'as pas 100% récupéré. Enfin, t'as l'impression que le training, il sert à rien, en fait. Ouais, ça te coupait un peu dans ton élan de récupération dont tu avais besoin pour aller chercher le jour 2. Mais je pense que c'est aussi du côté de l'intensité peut-être qu'il faut regarder et potentiellement chercher un jour au milieu entre le jour 1 et le jour 2. Donc on dirait que le jour 3, c'est le jour qui est entre le jour 1 et le jour 2, même si c'est pas trop logique quand on le dit comme ça. Eh ben, ce jour 3 là au milieu, on pourrait peut-être commencer à 3 séries. Donc on aura toujours un total de 9 séries, mais aller le chercher vraiment submax, Hmm. full sensation en quête de repère, on va dire, plus que sur un squat où on va chercher à réellement pousser, tu vois. Ouais, mais du coup, à ce moment-là, à quel moment tu te dis, ok, c'est plus intéressant de le faire comme ça, alors que peut-être sur 4 et 5, tu aurais pu faire vraiment 9 séries productives et pour autant avoir une récup au rendez-vous, tu vois. Alors que si tu fais 3-3-3, disons qu'il y a 3 séries dans le lot qui sont un petit peu suboptimales. Mmh. Bah, déjà, non, submax, c'est pas suboptimal, attention. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, ça n'a pas le même impact sur ta prise de force, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, je dirais que c'est un athlète pour lequel il s'y retrouve pas et Ouais. il voit que sur son jour 2 il arrive et il est toujours un peu en train de se dire: «Ah, c'est comment déjà que je dois placer mes Ouais, pieds? ouais. Ah, sous la barre, tu vois? Un athlète qui est en recherche permanente de repères, bah, potentiellement lui caler un troisième jour submax entre les 2 ça peut être intéressant parce que du coup, son placement, il sera plus frais dans sa tête, tu vois? Et j'ai l'impression que du coup, tu sais, on retourne sur le thème de la morphologie parce que au final, des athlètes qui ont une très grande amplitude, en Mmh. général, ils ont moins ce problème-là, tu vois, où quand tu Oui. dévies d'un centimètre, en Mmh. termes de pourcentage, tu vois, ça représente beaucoup moins que, tu vois, à quelqu'un qui a une amplitude plutôt faible, s'il dévie un tout petit peu, c'est la fin, tu vois. Ouais, tu On le le sens voyait direct. beaucoup sur, tu sais, l'époque où il n'y avait pas encore cette règle du bench, où il y avait des benches qui faisaient 3-4 cm d'amplitude parfois. Et en fait, bah, si le mec il dévie un tout petit peu, mais il est fini, tu vois, c'est cuit. Ouais, Alors bah, qu'un mec comme Monsieur Chandonundu qui s'est porté pâle aujourd'hui, s'il a des gigabras et qu'il dévie d'un centimètre, tu vois, ça change rien, on s'en fout en fait. ouais, de ouf. On voyait souvent des gens passer de RPE6 à échec entre 2 essais. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez, pour clôturer un peu la partie programmation, est-ce que vous avez des variations, des petits trucs que vous aimez mettre dans les progs ou des choses que vous avez pu voir Voilà, imaginons que quelqu'un écoute ce podcast, il se dit, OK, moi j'ai envie de réfléchir un peu sur des variations ou sur des formats que je pourrais incorporer dans ma prog. Qu'est-ce que vous lui donnez? Vous lui donnez un petit gâteau là. Qu'est-ce qu'il peut garder pour sa prog? Bah, moi déjà, je mettrai toujours le petit disclaimer. Si tu as envie de faire une variation pour faire une variation, tu te trompes. Voilà, Voilà, étape 1, ça c'est bon, c'est coché. voilà, C'est ça coché. on peut passer à la suite. Ensuite, du coup, bah, ta variation, elle va dépendre de ton besoin. Et si, par exemple, moi, ce que j'aime bien programmer en général, je le programme à des athlètes de différents niveaux. Vraiment, je ne saurais pas te dire un cas dans lequel vraiment ça va pas de le mettre, mais ce serait le tempo sur l'excentrique. Tempo excentrique squat, c'est pour moi une variation top tier, dans le sens où bah, c'est un mouvement sur lequel déjà tu augmentes ton temps sous tension, donc c'est jamais de trop. Tu apprends à mieux contrôler ta descente et on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui perdent le contrôle sur la descente, qui cherchent à dive bomb un peu comme les haltéros, etc. C'est quoi Et dive bomb? Explique. Ah, pardon. Imagine que tu parles à des gens qui connaissent pas les Euh, termes. Faut arrêter le c'est- jargon là. Alors, dive bomb, définition, 2 points, ouvrez les guillemets. La rousse. Non, c'est le fait de se relâcher complètement en bas du mouvement pour aller utiliser l'élasticité du muscle et chercher en fait à éviter les 2-3 premiers centimètres de remontée qui sont censés être bah, les plus difficiles. Et du coup, lorsque tu fais ce rebond, si tu le contrôles bien, comme on peut voir les haltéros chinois faire, etc.,
tu te retrouves à avoir un squat qui a une grande amplitude, mais au final, tu forces sur la remontée que sur la deuxième moitié haute, en fait. Donc, c'est ça qui peut être intéressant avec le dive bomb. Mais moi, jusqu'à maintenant, on est quel jour là? 23 mai 2024. En quasiment 6 ans de coaching, j'ai jamais recommandé à un athlète de plus relâcher sa descente. C'est jamais arrivé, vraiment jamais. Parce que dans 100% des cas, du coup, on a toujours un athlète soit qui descend correctement, donc qui contrôle suffisamment et qui va chercher à remonter avec le timing correct, soit, et ça c'est la majorité des cas en début de suivi, des athlètes qui se relâchent trop en bas du mouvement, qui du coup subissent la remontée, soit perte de trajectoire, soit perte de gainage, soit des fixations de la colonne, soit des fixations des hanches. Et ça peut être tout à la fois aussi, je l'ai déjà vu. donc vraiment, le dive bomb, le relâchement en bas du mouvement, c'est quelque chose qu'on va chercher à éviter. Merci pour la digression. Du coup, je disais quoi de base? Tu parlais du squat tempo, pour toi, ça c'est un truc. Oui. Ouais, bah du coup, pour justement, lorsque ces athlètes arrivent chez moi et qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à plus contrôler en bas du mouvement, ce qu'on peut faire, c'est soit du pause pour avoir plus de temps en bas du mouvement et prendre des repères en bas, ça peut être une solution viable. Mais moi, j'aime bien l'idée du tempo parce que si on a un tempo pas trop abusé, genre de 3 secondes par exemple, on se rapprochera vachement de ce que doit être le tempo d'un comp en fait. Pour moi, entre 1 et 2 secondes, jusqu'à 2 secondes, peut-être même un peu plus parfois, ça peut être bien pour une descente de comp. Donc, apprendre via le tempo à avoir une descente qui est bien contrôlée et arriver en bas du mouvement, pas s'écraser, rester solide et remonter, c'est quelque chose de pas mal du tout, je trouve. Je trouve qu'il y a un truc assez bien avec le tempo, c'est que vu que tu passes beaucoup de temps dans ta descente, tu as une proprioception un petit peu accrue. Et en fait, tous les détails qui sont très mauvais sur ton squat, toutes les amplitudes où tu es hyper inconfortable, tu as un retour immédiat sur ce que tu dois faire. Parce que tu sais, souvent quand tu descends sur ton squat, ou même moi je le vois beaucoup sur des athlètes, souvent c'est qu'ils laissent pas mal la barre s'enfoncer dans leur torse, où en fait ils le font parce qu'ils n'ont aucun contrôle. Et quand tu leur demandes de descendre tout doucement jusqu'au dernier centimètre, en fait tu te rends compte que sur les 2 derniers centimètres, il n'y a aucun contrôle, quoi. C'est vraiment la chute libre. Et sur le squat, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là aussi. Donc c'est vrai que ça permet de corriger le tir assez bien. Et en plus, enfin, tu vois, tout à l'heure, tu en as parlé un peu quand tu parlais du dive bomb. Mais est-ce que tu as déjà vu des athlètes qui vraiment sur leur squat de compétition descendaient trop lentement, en mode, tu vois, Oui, vraiment oui. trop lentement, en mode, Ouais. tu sentais que vraiment ça allait pénaliser, quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé sur certaines compétitions d'Angelo Fortino. Je trouvais Ok. que vraiment on était sur l'extrême, tu vois. Moi, je lui aurais cue de descendre un peu moins lentement. Et sinon, mais là, je vais parler aux anciens. Matt Vena, ça vous dit quelque chose? Ouais. Bah, Matt Vena, je trouvais aussi qu'il contrôlait de trop. Après, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que Matt Vena, il s'entraînait en salle commerciale, tu vois, avec tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est. Mais moi, tu m'as dit d'un point de vue extérieur. Donc d'un point de vue extérieur, je trouve que Matt Vena aussi, il mettait trop de temps à descendre. Et je dirais touk. Ouais, on va s'arrêter là, je pense. D'ailleurs, on salue Matt Vena s'il écoute le podcast. Et Angelo Fortino aussi, hein, qui commande chez NutriPure également, on les remercie. Donc, Moins 10%, code stratège, hop, hop, hop. Allez, ça c'est fait, on coche aussi. Vous n'avez pas parlé, mais moi je suis un high bar enjoyer. Moi je pense que vraiment le high bar chez certains C'est athlètes. vraiment une phrase de mec qui a des quads longs et des petits fémurs. Bah ouais, mais en fait, moi je trouve que le high bar, c'est un peu comme le SLDL pour le dead. Je trouve que chez certains athlètes qui au bout d'un moment veulent utiliser uniquement les hanches, ça t'apprend encore à rester un peu dans les quads parce que tu peux essayer d'être full hanche au high bar, tu vas avoir des petits soucis. Mais je trouve que dans certains cas, chez certains profils, il y a un côté un peu moteur que je trouve intéressant. Voilà, c'est plus voilà, petit high bar. Et SSB aussi, si tu as des galères de coude, je trouve que ça permet parfois d'encaisser un peu plus. Ouais. Et ben, maintenant que tu le dis, je l'ai mis récemment à un athlète. J'en ai parlé dans le deadlift aussi. Il a de la chance, il va être connu. C'est Benjamin. Benjamin, il a explosé au deadlift. J'ai expliqué pourquoi dans le précédent podcast. Ben, il s'avère qu'il a aussi explosé au squat. et ouais, Et où est-ce qu'il a pas explosé alors? même le bench, mais on en parlera dans le prochain podcast. Mais ouais, je lui avais mis du barreau.
Et parce qu'on passait en fait d'un profil où il arrivait, il avait un squat avec la barre vraiment trop basse. Et du coup, justement, je l'ai fait dans un premier temps remonter légèrement sa barre sur son low bar. Mais d'un autre côté, je lui ai mis sur son jour secondaire du high bar pour que vraiment il prenne conscience qu'il n'avait pas besoin de mettre la barre aussi basse pour être bon. Et très rapidement, en fait, il a commencé à performer au squat en barre haute malgré sa morphologie peu avantageuse. Et ça lui a fait prendre conscience, en fait, que il peut se placer normalement au squat, ne pas subir le dérac, être solide sous la barre et avoir un bon squat sans avoir la barre sur les triceps, tu vois. Donc, c'était tout bénef le high bar avec lui. Ok, je vous propose de passer sur les aspects plutôt techniques. On part sur la question que je pose chaque fois pour les aspects techniques. Il y a un truc, en plus Romain il a sorti un réel aujourd'hui, donc je sais ce qu'il va dire, il va forcément parler de ça, mais vas-y Romain, un truc technique qu'il faut arrêter de faire ou un truc technique qu'il faut faire pour devenir un squat exploseur. Qu'est-ce que tu veux faire? La liste est longue. La liste est longue. Je ne sais pas de quoi je pourrais parler. Je pense que le truc, pour moi, le plus important, c'est de gérer correctement la position de son bassin. Je pense que, en fait, c'est un truc qui est trop, à mon avis, qui est trop sous-coté parce qu'il y a trop d'athlètes qui. En fait, même au-delà de sortir la cage, tu vois, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Le post que j'ai mis tout à l'heure, c'était sur arrêter de se forcer à sortir la cage. Je pense que c'est pas une bonne chose. Ça induit un mauvais placement. Ça, en fait, ça force à cambrer. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment le fait de cambrer. Parce que quand tu cambres, tu sors ta cage, tu envoies tes hanches vers l'arrière. Et en fait, tu as plusieurs trucs. C'est que déjà, tu ne vas pas pouvoir avoir une amplitude complète en cambrant. C'est quoi d'ailleurs? Je vais même, vu que j'ai un peu de place derrière moi, je vais vous faire une petite démo. Donc, j'ai pas de micro. Bon, désolé pour ceux qui voient pas. Mais en gros, quand tu cambres, tu es limité ici au niveau de ton Tire le t-shirt, on voit pas. Tu es limité là. Ouais. Et en fait, si tu positionnes ton bassin juste comme ça, hop, tu peux descendre. Et en fait, tu peux essayer de descendre à la def comme tu veux en cambrant. Bah là, bon courage, tu vois, tu vas te prendre des red lights même si tu fais de l'équipé. Et si tu te places comme ça, oh magie, tu peux descendre. Et Ouais. donc, déjà, il y a une problématique au niveau de l'amplitude. Il y a une problématique au niveau de l'amplitude et il y a aussi une problématique au niveau du gainage de manière générale parce que de toute manière, pour descendre, sinon il va falloir que tu passes de cambré en rétroversion et tu vas perdre ton gainage. En plus de ça, même, on parle souvent du bracing, donc, qui est l'action de pousser contre sa ceinture, de contracter ses abdos. Concrètement, pour contracter ses abdos, c'est une bonne chose de ne pas les étirer. Hein, c'est un doux euphémisme. Mais en gros, le truc, c'est que quand tu cambres, merde, non, ok. Quand tu cambres, tes abdos s'étirent, donc tu ne peux pas les contracter comme tu veux. Donc c'est bien d'avoir une. En fait, au début, quand on n'a pas l'habitude, on a l'impression d'arrondir un petit peu le bas du dos. Donc je ne dis pas non plus qu'il faut faire un crunch et s'écraser comme ça. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose de chercher à rester dans une certaine neutralité. Et je pense que la plupart des athlètes qui ne sont pas conscients de leur position de bassin, dites-vous que vous êtes en train de cambrer. Donc arrêtez de faire ça. Ouais, je suis d'accord avec presque tout. Vas-y, je t'en prie. Viens te battre. Là on va partir sur une distract de 8 minutes. J'espère que tu es prêt. Je vais faire 15 minutes, pas de refrain, vas-y. Non, en vrai, ouais, je suis 99% d'accord avec toi. Juste pour moi, en fait, c'est pas une mauvaise cue de sortir la cage. Parce que pour moi, c'est plus une cue qu'une action déjà. Parce qu'effectivement, on va pas sortir la cage comme ça lorsqu'on va squatter. Moi, je parle sur. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais je parle surtout au moment avant de descendre, en fait. Moi, je dirais que c'est une bonne cue pendant la descente et pendant la remontée. Pas parce qu'il faut sortir la cage, mais parce que ça aide à penser à utiliser son dos, en fait. Tu gardes conscience que si, en fait, à partir du moment où lorsque tu descends et ton buste s'incline, tu gardes en tête qu'il faut sortir la cage. Donc ça veut dire que tu gardes en tête que tu dois appliquer une certaine tension vers le haut, en fait, avec ton buste. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir un delta entre l'inclinaison du buste sur la descente et sur la remontée, pas trop important, tu vois. Donc là, on imagine, tu es là, position de départ, tac, tu descends. Attends, tac, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Là, toi, tu résistes. Dans ta tête, tu résistes pour pas faire ça, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, quand tu remontes, pareil, tu remontes et tu sais que tu dois garder la cage thoracique vers le haut, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, c'est pas une question de garder la cage thoracique vers le haut, c'est surtout de. Après, enfin, tu vois, c'est une cue, hein. C'est-à-dire que c'est un truc auquel il faut qu'on pense. Et du coup, tout le monde a un peu sa manière d'appliquer en fonction de ce qu'il pense.
Mais tu vois, je sais qu'à titre personnel, si je me force à sortir, enfin, si je pense à sortir la cage, je vais me mettre comme ça. Du coup, je vais cambrer. Alors que tu vois, ce que j'essaie de faire maintenant quand je descends, c'est plutôt de me dire, OK, je me mets comme ça, j'essaie d'avoir le sternum qui pointe vers le bas et d'avoir une position de, comment, tu vois, de tronc qui reste fixe en fait. Parce que le truc, c'est pas non plus de se faire tirer vers l'avant, on est d'accord, hein. Si tu fais ça, tu vas finir comme Louis XVI. Mais c'est au moins ouais, de garder une certaine stabilité, d'autant plus qu'en fait, si tu, en fait, que tu cambres ou que tu partes vers l'avant, tu risques aussi de sortir de cette trajectoire. Donc, plus tu as un déport vers l'avant ou vers l'arrière, c'est encore plus dangereux, moins tu as de chances d'être performant, quoi. Ouais, bah au final, on est d'accord, comme d'hab. Ouais, je pense que ouais, vous arrivez au même constat qu'en fait, c'est une façon de tenir son buste dans la position adaptée qui n'est pas cambrée, quoi. C'est juste- En fait, le truc, de toute manière, avec tout ce qui est queuing, donc les conseils qu'on peut donner, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise queue, à mon avis. C'est tout, en fait, la queue, elle est toujours vis-à-vis de ce que la personne fait, tu vois. Et tu vois, tu vas avoir des gens qui vont partir trop cambrés, donc tu vas leur dire de cruncher la barre, par exemple. Enfin, de cruncher. Parce que tu veux qu'ils soient dans une position un peu plus normale. Tu en as d'autres qui vont trop cruncher, donc tu vas leur dire, OK, pars en extension. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cue, il y a surtout des bons ou des mauvais contextes. Tu peux dire des trucs qui sont complètement abracadabrants à partir du moment où ça amène une bonne action. Au final, c'est ça qui est recherché, quoi. Ouais. Pour moi, il y a une mauvaise queue. Ah, Il y en a une seule. je vais la pré-shot parce que c'était mon conseil. Saoulé, ça va être ne pas rétracter les omoplates, c'est une mauvaise cue. Non, bah, déjà, je suis 100% d'accord avec toi. Mais moi, c'est une mauvaise queue. Je dirais peut-être même la pire queue de l'histoire, mais elle sera pour le podcast sur le bench. Ok. Et ben moi, les gars, je suis pas d'accord avec le truc de rétracter les omoplates. Ah ouais, tu squattes combien? On aurait dû faire le podcast pendant sa blessure, tu sais. Rappelle-moi déjà, j'ai oublié combien tu squattes. Non, en fait, je dis ça parce que moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de. Je vais vous expliquer un peu mon avis. Et de toute façon, je pense que comme d'habitude, on va finir d'accord. Donc, ça sert à... enfin, encore ce qu'on fait, ça sert à rien. Tu vois, c'est se battre pour le plaisir de se battre. C'est que je trouve que c'est pas une bonne idée de chercher énormément d'activation musculaire au niveau du dos quand on se place sous la barre. Parce que quand on est contracté à fond dans une position, au même titre que si on cherche à rétracter ses dorsaux à fond ou tu vois, à faire une dépression scapulaire extrêmement importante, tu vas pas pouvoir maintenir une contraction à 100% pendant le lift. Donc peut-être que tu vas baisser à 90%, etc. Et en fait, tu as une chance que la barre, elle bouge. Donc, à mon avis, le truc, c'est plutôt au contraire de rester relâché et de quand même réussir à mettre de la tension dans son haut du corps et de pousser contre la barre. Et quand tu sors, tu seras bien meilleur. Crois-moi que si j'étais relâché sous les 290, j'aurais fini à Non, en l'hosto. fait, non, quand je te dis relâcher, ça veut pas dire que, en gros, tu dois chercher à. Par exemple, tu vois, je vais te dire un truc con, mais si on partait. Je vais te donner un exemple un peu extrême, tu vois. Mais si tu cherches à être le plus en tension possible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contracter tes biceps, tu vas tirer vers le bas, tu vas tirer vers l'arrière, tu vois ce que je veux dire? Tu vas activer tout ce que tu peux activer comme ça, en fait. Sauf que dans un squat, tu fais pas ça. Bah, à part les biceps, si, hein. Tu tires la barre comme ça sur ton dos. Bah, d'abord, moi, j'envoie un maximum de rétraction. Je dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire. Je dis juste que chacun doit mettre un petit degré, un petit pourcentage de rétraction scapulaire. De toute manière, à partir du moment où tu mets la barre sur le dos, il va y avoir de la rétraction scapulaire. Enfin, sinon, Bah c'est pas non, possible. ceux qui mettent les coudes vers le bas. Oui, mais mec, comment tu veux mettre la barre? En fait, la barre, si elle est à T'en l'arrière as, de ton dos, tu es obligé d'avoir un minimum de rétraction scapulaire. t'en as qui gardent les coudes beaucoup vers l'avant. La barre, elle tient parce qu'ils sont sur le milieu du pied, mais elle tient pas dans le creux du Ouais, dos. ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, je vois ce Ouais. que tu veux dire. Donc non, c'est pas en se mettant sous la barre que tu as une rétraction scapulaire. Et pour moi, il faut la pousser plus que simplement se mettre sous la barre, tu vois. Donc, c'est-à-dire, Oui, 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 oui. Mais tu la, comment? Tu pousses, enfin, tu pousses la barre ou tu la tires? Parce que tu vois, c'est pas la même action. Moi, ce que en je cherche fait, à faire, c'est me compresser sous la barre. C'est pas la tirer, tu vois. alors attends, je vais te refaire mon setup vite fait, tac tac dans ma tête. Le mec, il Là, est incapable d'expliquer. Il faut qu'il imagine une barre de squat imaginaire. attends, tac, là il y a la barre, elle est ici. Moi je me place en dessous, tac, déjà, hop, on met le menton, on le met dans la cage Ouais, mais thoracique. c'est pas le sujet, tu vois. Attends, c'est important ça. Ensuite, là, quand on se place, moi je viens dans un premier temps me tirer sous la barre en fait. Et c'est en me tirant sous la barre que je viens faire cette rétraction scapulaire. Ensuite, là, j'essaye Mais de bien caler. attends. Déjà, si tu te tires comme ça sous la barre, tu fais pas une rétraction, tu fais une dépression scapulaire. Non, je Voilà, me tu tire tires avec les vers coudes ouverts, donc Ah oui, je fais un... mais tu es obligé de passer en dessous. Bah, tu veux passer au-dessus de la barre? Mais non, mais du coup, tu fais un. Enfin, si t'es comme ça, tu fais un tirage vertical, tu fais pas un tirage horizontal.
C'est un peu un hybride, t'es entre les deux, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, si c'était un tirage, ça serait considéré comme un aéro quand même, hein. Après, Ah ouais, toi, t'es bien un théoricien, hein. Non, en vrai, bah, je sais pas, dis ce que tu veux, mais en gros, je passe sous la barre et je tire avec les coudes ouverts. C'est pour ça qu'on m'a souvent reproché, moi, en fait, de squatter avec les coudes vers le haut. Parce que lors de mon setup, en fait, je garde les coudes déjà assez hauts pour venir avoir cette rétraction scapulaire et pour venir déjà contracter mes dorsaux et un petit peu bah, tout ce qu'il y a dans la zone, tout simplement. Une fois que j'ai fait ma rétraction et que je sens que là, je suis bien rétracté, là, que mon angle de sternum, il est bien et tout, là, je viens abaisser un petit peu mes scapulas pour venir engager un petit peu les dorsaux, même si c'est un muscle nul en force. Et une fois que tout ça est bien en place et tout, eh ben là, je renvoie mes hanches en arrière. Tac, je prends mon inspiration, je renvoie le bassin sous la barre en inclinant légèrement. Là, je compresse fort et là, je sors la barre. ouais. Et est-ce que quand tu es sous la barre, quand tu es à la barre sur le dos et que tu commences à descendre et que tu pousses, est-ce que tu continues de faire ça? Est-ce que tu continues de faire ça? Bah non, parce que c'est une action qui est figée en fait. Voilà, voilà, Décalé, hein. c'est là que je veux en venir. Non, mais moi, je te dis que toi, tu es parti du principe qu'on était à 100% sur le dérac, sur la contraction. Je te dis juste que 90%, tu peux le maintenir tout au long du mouvement sans y réfléchir. Ouais, si tu veux, de toute manière, à partir du moment où tu crées de la tension, où tu crées un ancrage qui est solide, tu es obligé de contracter un minimum tes muscles, ça c'est sûr. Ah oui, je sais. Mais moi, ce que je veux pas, c'est. Parce que moi, tu vois, je vais te le dire, moi j'ai vu des athlètes qui avaient vu, tu sais, la story que tu avais mis à un moment et qui m'ont dit, ouais, pendant mon squat, je me force à tirer la barre comme ça, à faire ça, etc. Et j'ai fait, voilà, c'est ça le problème. Il y a toujours des dérives. Après, tu préfères ça ou voir des gens squatter avec la barre sur les lombaires? Moi, je sais pas, hein. Quel rapport? Bah, le rapport, c'est que cette mode d'arrêter de rétracter ses scapulas, ça vient des mêmes qui ont dit non, la rétraction, ça sert à rien, il faut faire que de la dépression scapulaire et qui ont commencé à mettre la barre sur les triceps. Je suis d'accord avec Solé, c'est que ça ramène à des techniques différentes. En fait, si ta barre elle est ultra basse, moi j'aurais même tendance à dire de ne pas rétracter, tu vois, parce que la barre elle est bloquée sur ton centre de gravité, quoi. Mais si tu as un squat low bar classique et pas un French bar, si tu rétractes pas, déjà je vois pas où tient la barre en fait. Et Ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça le truc. c'est un truc que j'allais dire, mais moi je vois plein d'athlètes, leurs mains elles sont en train de danser quand ils font du Ça, squat. ça, c'est trop, ça, c'est horrible. Mais de Les toute gars, manière, en fait, moi déjà, il y a un truc que je comprends pas. Tout à l'heure, on s'est pas mis d'accord. C'est qu'à partir du moment où tu as les mains qui tiennent la barre, donc à l'arrière, tu as forcément de la dépression, enfin de la rétraction scapulaire, tu vois, c'est obligatoire. Je te jure, il y en a, ils sont capables que non. Mais oui, mais c'est ça le problème, tu vois, c'est que tu peux pas faire la généralité sur le mec qui squatte comme un alien et tu vois Attends, son attends, squat, tu as envie de attends, l'interviewer, quoi. attends. Je vais sortir un nom. Moi, je l'aime bien, tout le monde l'aime bien ici. Mais Charlie, pour moi, il rétracte pas. moi je pense qu'il rétracte pas ses scaps. Charlie qui? Charlie Mérès. Je Ok. pense qu'il Charlie rétracte Mérès, pas ses il scaps. rétracte pas. Charlie, mets Euh, en commentaire si tu rétractes ou pas. D'ailleurs, Si tu d'ailleurs, il rétractes, avait répondu à ma story, il avait dit ça tire à balles réelles ici. Et, euh, T'inquiète, et, Charlie, on est ensemble, moi je suis d'accord avec toi. et il y en a plein. Bah, d'autres dont je vais pas forcément citer le nom, mais il y en a plein qui rétractent pas en fait. Et pour moi, comme Roman l'a dit, ça mène à des techniques différentes. Et pour certains, ça peut match, mais pour beaucoup, ça va pas match et on passe à côté de la technique optimale en fait. je suis d'accord. J'allais dire, moi, c'était la Q technique. Moi, je pense qu'il y en a trop qui considèrent en fait que bah, la barre, vu qu'elle est sur ton dos, c'est OK, t'as rien à faire. Si t'es en chewing-gum avec ton dos, tu vas voir, tu peux forcer comme tu veux, ton tronc il se tient pas. Terminé, hein. Terminé, hein. Tu finis avec un squat dégueulasse, avec une défixation, dos rond pendant le lift. Ça donne des trucs. Moi, ça me fait mal aux yeux quoi, quand je vois ça. Ça fait un peu. C'est quoi? C'est Wormshad, Romain, tu sais, le gars qui faisait même du front dos rond. Là. Moi, je pense que c'est un truc. Ouais, mais tu vois, moi, c'est marrant parce que du coup, moi, je le cuis pas du tout comme ça. Moi, je suis vachement plus dans essayer de, tu sais, de t'enfoncer sous la barre et tu sais, enfin, plutôt que, imaginons, tu sais, t'as une canette. Je reprends l'exemple de la canette que tout le monde connaît, tu vois. Au lieu de me dire, OK, la canette, tu la gonfles d'air et tu sais, elle est rigide et du coup, tu te contractes pas dessus. Moi, c'est plutôt, tu sais, écrase la canette, elle va pas s'écraser plus après, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des cues qui marchent quand on fait 1m50. Tu vois, ça nous parle à nous, mais tu vois, c'est des cues Non, quand t'es très loin, tu te tasses. en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je dirais que ma Q optimale, elle serait entre les deux. Et ce serait pas gonfle la canette au max et ensuite sort la barre. Ce serait commence en étant compressé et gonfle la canette et renforce-la sous la barre jusqu'à ce qu'elle décolle, tu vois.
Ouais, mais du coup, en fait, là, tu es juste en train de dire compresse-toi sous la barre et brace, en fait. Bah, j'ai pas dit qu'il faut pas se compresser, j'ai dit qu'il faut se compresser après avoir rétracté. Hmm. Bon, Je suis d'accord, commentez s'il faut rétracter ou pas. Hein. Commentez s'il faut rétracter ou pas. Si vous Non, êtes. non, non. Commentez qu'il faut rétracter, et si vous commentez qu'il faut pas rétracter, bah, je vais supprimer vos commentaires. C'est aussi Bon, simple. vu qu'il n'a pas les codes de la chaîne, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun Si, commentaire si, je suis supprimé. connecté. C'est bizarre, tout le monde a commenté rétraction. Personne n'a commenté. Envoyez-moi rétraction en DM et je vous enverrai mon atelier spécial squat. Et là, Alors vous là, avez- avant qu'il le tourne, bon courage. Est-ce que vous avez un autre truc qu'on n'aurait pas abordé? Parce que là, bon, ça nous fait 40 minutes. Là, je pense que honnêtement, si vous êtes toujours gaze au squat, bon, c'est très simple. Là, il faut nous DM. C'est urgent. C'est urgent de nous DM parce que là, on vous a drop quand même des clés de programmation, des clés techniques. Je ne sais pas si les gars, vous avez autre chose à rajouter, mais je pense qu'on a fait quand même vraiment. Là, on a quand même vraiment balayé assez large, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de rajouter? Bah, en soi, ouais, le squat, il y a 1000 trucs à dire. Tu vois, on n'a pas parlé de l'orientation des pieds, on n'a pas trop parlé du timing de flexion, on n'a pas parlé de l'impact que ça a de remonter à baisser sa barre en détail, on n'a pas parlé de l'impact que ça a d'écarter ses pieds ou non. On n'a pas parlé de est-ce que mon centre de gravité, je dois dans 100% des cas le laisser au milieu du pied, ou est-ce qu'il y a certains où je peux basculer un peu vers l'avant ou vers l'arrière. Enfin, il y a 1000 trucs à dire, mais si ça vous chauffe, on fera un épisode 2 et puis voilà. Hein. Et puis, c'est aussi les corrections techniques que tu fais dans les webinaires Soulé. C'est aussi les trucs Yep. que tu abordes plus Tous les samedis. précisément. Parce que c'est quand même. Là, on va passer sur de l'ultra individualisé qui demande de la vidéo, du contexte et du profil. Parce que, voilà, par exemple, ce que tu dis sur le placement de la barre, c'est un spectre, en fait. Que tu sois sur un French low bar ou un high bar d'altéro, il y a un peu la gamme, en fait, qui se joue là-dessus. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on a mis. Enfin, que tu as mis en place ces permanences le samedi, qui, à mon sens, sont très appréciées par les athlètes aussi. Mais voilà, ça nous ferait un épisode de 6 heures et je pense que là, on est déjà sur beaucoup de choses à écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Promis, l'épisode sur le bench arrive aussi parce qu'on sait qu'il est attendu. On sait qu'on veut avoir des bench spécialistes aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser directement en commentaire ou sur Instagram. Si vous souhaitez travailler avec nous, vous avez également tous les liens dans la description. Et puis, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode.